C'est une femme d'influence. Une femme africaine d'exception, bercée par la médecine, mieux, par une vocation. Celle d'aider les autres et ceux sans compter. C'est ainsi qu'en tant qu'opticienne de formation, elle a choisi l'Afrique, le berceau de l'humanité, pour y installer une chaîne de magasins. De Libreville à Brazzaville, en passant bien évidemment par Franceville, puis Pointe-Noire. Le secret de Daniel Sassou Nguesso, c'est une détermination sans faille, associée à l'audace et à la persévérance. À travers la fondation Sunga et le Petit Samaritain, elle multiplie des actions en faveur des orphelins et des femmes du Congo. Et à ce jour, grâce à l'implication de la secrétaire générale du mouvement des femmes actives pour le Congo, nous comptons près de 60 PME dirigées par des femmes. Mesdames et messieurs, cette fervente militante des droits des femmes et du développement intégral de l'Afrique est exceptionnellement l'invitée de nos limites pour cet épisode exclusif. Daniel Sassou Nguesso. Daniel Sassou Nguesso, quel plaisir de pouvoir être ici à Brazzaville, justement la capitale de la République du Congo, pour ce projet No Limites qui met en avant les personnalités africaines mais mondiales d'excellence comme toi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Junior, merci pour l'invitation et je te rassure, le plaisir est partagé. Merci beaucoup Daniel. Daniel, tu sais, t'avoir ici sur Brazzaville, c'est un honneur, justement parce que tu es quelqu'un qui aime beaucoup découvrir. Tu es né à Dakar, ensuite tu es parti sur la France, ensuite tu t'exportes, tu reviens en Afrique, au Gabon, justement, et aujourd'hui tu es à Brazzaville, plusieurs autres pays bien évidemment que je n'ai pas cités. Mais s'il fallait définir ta vie, on dira aujourd'hui que ta vie, c'est une vie de découverte, de nouvelles expériences, d'aventure. Est-ce que cela est vrai? Oui, on peut le dire comme ça. On peut dire qu'il y a sûrement des vies écrites de cette façon. Je suis née à Dakar, j'ai grandi à Libreville, j'ai fait mes études en France, Exactement. Ma fac de pharmacie à Ouagadougou, au Burkina Faso. Je passais mes vacances à Bamako. Au Mali? Et oui, ma mère vivait et était mariée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et puis, j'ai résidé un certain temps à Brazzaville, au Congo. Donc, véritable panafricaine. Je sais que tu l'es également. Et c'est vrai qu'avec la Fondation Sunga, là, j'ai la chance d'aller à la découverte d'un grand nombre de villes. Et c'est vrai qu'au départ, je suis quelqu'un qui n'aimait pas forcément le dépaysement. Très difficile de sortir de ma zone de confort. Et puis progressivement, j'ai appris à regarder le bon côté des choses. Et je découvre une multitude de cultures différentes. Et je reviens donc la tête chargée d'émotions, d'images, de rencontres. Et ça me permet également d'étendre mon réseau. Tout à fait. Donc finalement, un mal pour un bien. Citoyenne du monde, c'est comme ça que je te définis. Exactement. Citoyenne du monde, à l'aise partout en Afrique, mais véritablement. À l'aise partout en Afrique, dans ton parcours, tu l'as mentionné, tu as été en France justement pour tes études. Tu peux me donner ce parcours, cette journée, comment ça s'est passé? Alors, je suis partie très tôt. Je suis partie à l'âge de 14 ans. J'ai atterri dans un internat en Bourgogne. Je pense que l'adaptation a été... elle s'est faite toute seule. On a la chance ou le bénéfice d'avoir grandi en Afrique francophone. Le français est forcément la langue nationale. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas véritablement eu de barrière. Il n'y a pas de barrière de la langue. J'avais eu l'opportunité d'être allée très souvent en France, notamment pour les vacances d'été. La difficulté n'a pas été à ce niveau, mais véritablement d'être
loin de mes parents. Oui, à cette oui. époque, on n'avait pas de smartphone, il n'y avait Ouais. pas le téléphone portable, encore moins les appels visio. C'est l'ancienne école. Voilà, C'est exactement. les lettres qu'on envoie. Les lettres qu'on envoie, qui prennent un temps, il faut arriver et à Tout à fait. revenir. Donc oui, c'est vrai. Être à 14 ans séparé de ses parents, c'était pas forcément évident. Justement, là-bas, tu optes pour faire des études en médecine avec une orientation vers l'optique. C'est un petit peu l'histoire d'Obélix, qui est tombé dans la marmite quand il était petit. Ouais, Abidjan, on dit dans la sauce. Dans la sauce, voilà. Donc, un père docteur en médecine, une mère docteur en pharmacie. D'accord. Et généralement, les enfants de médecins comme ça sont hyper médicalisés. D'accord. On Tu n'y as pas évolue. échappé. Voilà, j'y ai pas échappé. La culture du médicament, je crois que de tous mes frères et sœurs, on doit être un petit peu comme ça, des médecins en herbe. Voilà, Ouais. tout le monde très tôt, on a grandi. Et ma mère, pour ma mère, il était impératif que je fasse des études en rapport avec la santé, avec D'accord. le mieux-être. Tout à fait. Ce n'était pas forcément un choix personnel, mais en même temps, bon, avec du recul, je ne regrette pas parce que de mon expérience chez Grand Optical sur les Champs-Élysées, Ok. j'ai travaillé pendant 2 ans donc en tant qu'opticien lunetier. Déjà pour façonner, tailler un verre, ça demande de la concentration. Donc D'accord. j'ai forcément gagné en concentration. J'ai été en rapport avec la clientèle, j'ai appris à manager des équipes. Donc c'est une expérience qui m'a permis de capitaliser et de rebondir dans ce que je fais aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Mais c'est à quel moment pendant ce séjour, je dirais, européen, que tu te dis, tiens, je pense que peut-être que je pourrais prendre ça et aller le développer, mais vraiment de la plus belle des manières en Afrique. C'est à quel moment que ça se passe? Alors, c'est vrai que la question donc, du retour, je pense que c'est la Exactement. question du retour en Afrique ne s'est jamais vraiment posée parce que moi, personnellement, j'ai pu bénéficier d'une bourse scolaire. D'accord. Voilà, une bourse de l'État gabonais. Et quand on partait, on nous faisait signer un engagement décennal où on s'engageait à rentrer ensuite travailler pour notre patrie, pour D'accord. notre pays. D'accord. C'est pour éviter la fuite des cerveaux et pour revenir apporter sa pierre à l'édifice. Tout à fait. Donc, c'était su dès le départ, on y va pour acquérir de l'expérience, de la compétence, et ensuite on revient pour le partage de Exact. compétences aux autres qui sont restés. Et puis, je suis de père et de D'accord. mère d'origine gabonaise, ma famille y vit, Ça s'explique. tous mes frères et sœurs, donc voilà quoi. On va dire que Libreville était le premier stop. Voilà, le D'accord. premier stop de l'aventure de Médical Optique, Tout qui à est fait. devenu un groupe et qui est présent dans de Évolue. nombreuses villes africaines. Ok. Voilà. Et comme je dis en 2003, si ma mémoire ne me trahit pas, 2003 c'est la date où le premier magasin d'optique voit le jour À Libreville, à Libreville, Gabon. au Gabon. La mémoire est bonne, en effet. Oui, alors, donc, forte de mon expérience professionnelle acquise chez Grand Optical sur les Champs-Élysées, je décide de rentrer au Gabon. J'ai la chance d'avoir des parents qui se portent garants pour moi. J'obtiens mon premier crédit, j'ouvre le premier magasin. À cette époque, je n'ai ni enfant, ni mari. Donc, je peux me permettre de squatter encore un peu plus longtemps Bien sûr. la maison des parents. Pas forcément de charges. Et donc, je décide de réinvestir l'intégralité des bénéfices engendrés par la structure D'accord. dans l'ouverture d'une autre structure, cette fois à Franceville, toujours au Gabon, Au Gabon. dans le sud du Gabon. Y a-t-il eu des challenges que vous avez rencontrés pendant ce lancement, cette phase de lancer? Alors, à cette époque, je dirais pas véritablement. D'accord. Pourquoi? Parce que l'optique n'était pas vulgarisée, pas D'accord. comme aujourd'hui. Il D'accord. n'y avait pas autant de magasins d'optique à disposition Tout à fait. de la demande. Oui. Je crois qu'à Libreville, il devait y en avoir 3. D'accord. Donc j'arrivais dans un univers très peu compétitif Ok. et la demande était là. Donc j'apportais une offre peu concurrentielle. Moi, l'idée, c'était véritablement la lunette pas chère. Voilà, D'accord. la lunette à portée de tous. Un peu comme ça, là?
Après, je ne connais pas le coût de l'aventure. C'était ça, réussir à pouvoir apporter un équipement complet à des personnes qui en avaient besoin. Ouais. Et donc, ça s'est plus ou moins bien passé. Première, opticien, femme, de nationalité gabonaise. Donc, pas évident, mais... Pas évident parce que forcément, je me rappelle après, il y a des anecdotes comme ça, il y a des clients qui arrivaient dans la boutique et qui demandaient à voir l'opticien. J'étais en face, pareil, je disais, c'est forcément pas elle. En plus, les 2 autres magasins qui existaient à cette époque étaient tenus par des expatriés. Je comprends. Voilà, alors on avait l'habitude de voir des expatriés tenir ce genre de commerce. Et donc, il fallait réussir à prouver sa légitimité en tant qu'opticien et en tant qu'opticien femme. D'accord. Voilà, 2 couleurs. Ah, je comprends. Ça joue beaucoup. Exactement, voilà. Citoyenne du monde, je suis tenté à poser cette question. Toi qui as exploré et découvert plusieurs villes, quelle est la ville dont tu as beaucoup d'attachement? Alors, ma mère a longtemps vécu à Abidjan, en Côte d'Ivoire. D'accord. Et j'y ai effectué une partie de mon parcours aussi. Et c'est vrai que je me suis définie tout à l'heure comme une panafricaine, véritablement à l'aise dans toutes les villes d'Afrique. Aujourd'hui, j'ai l'avantage d'avoir un assez grand réseau, un réseau étendu. Et dans quasiment chacune de ces villes, j'ai des contacts, des amis, des connaissances. Et je me sens aussi bien à l'aise assise dans un maquis qu'à la table d'un prince dans un palais. Je pense que j'ai cette facilité à m'adapter à différentes situations. Maintenant, il y a des endroits où j'ai ce sentiment de liberté. Donc, je me sens libre de m'habiller comme je le souhaite, de dire ce que je veux, sans forcément avoir affaire au regard d'autrui, sans être jugée, sans être scrutée. Et la ville d'Abidjan m'a fait cet effet-là. Ça m'a fait cet effet-là. J'ai ce sentiment de liberté. C'est comme prendre un grand bol d'air frais, finalement, où on peut dire et faire ce qu'on souhaite. Voilà, c'est ça. Justement, je pense que quand on arrive à Abidjan, on nous accueille en disant Aquaba. Aquaba, voilà, bonne arrivée. Exactement. Si je dis Sunga, les lingalophones comprendront. En français, ça veut dire aide. Aide, voilà, exactement. Quelle a été la motivation derrière ce projet? Et pourquoi ce projet? Alors, l'aventure Sunga est véritablement une belle histoire. Mais au départ, je ne le savais pas. Vraiment, on dit que quand on arrive dans un pays étranger, si les populations marchent ou dansent sur un pied, il faut faire pareil. Tout à fait. Et moi, j'avais vraiment l'impression d'évoluer comme une sorte d'ovni, de ne pas être en adéquation avec ce qui était attendu au sein de la société congolaise. Et je continue à me demander, alors j'étais d'accord pour marcher, danser sur un pied, mais lequel, je ne savais pas trop. Et je vivais vraiment une étape particulière dans ma vie personnelle. Et j'avais l'impression que la société congolaise ne me comprenait pas. D'accord. Mais peut-être que c'est moi qui ne la comprenais tout simplement pas. Alors, j'ai eu ce besoin que d'aller à la rencontre d'autres femmes, des femmes congolaises, et de leur demander quel était véritablement le rôle qui leur était assigné par la société et surtout ce qu'elles en pensaient. Et à l'issue de ce projet, parce que j'ai quand même sillonné tous les départements de la République du Congo avec mon questionnaire sous la main, je me suis retrouvée avec une foule de données à ne plus savoir quoi en faire et un mémoire de fin d'études dans lequel il était recommandé, il y avait une mention, une recommandation qui était d'établir, de mettre en place une structure qui saurait représenter la société civile, qui serait une sorte de porte-voix de la société civile et notamment des femmes. Alors d'un côté, cette recommandation distillée auprès des décideurs politiques et publics
et finalement, qui n'a finalement aucun écho. Et de l'autre côté, cette base de données importante sur laquelle il me fallait communiquer. Et voilà, c'est de cette joint venture, on va dire, qu'est née la Fondation Sunga, tout simplement. Aujourd'hui, je pense, si ma mémoire m'est toujours fidèle, 7 ans. 7 ans, oui. 7 ans, c'est allé vite. Oui. Il y a eu un événement tout récent à Kinshasa, avec l'Académie du Leadership. Où vous êtes bien évidemment aussi coach. Alors, ça, ce n'est pas forcément vrai. Je ne suis pas coach et je tiens à le dire, et c'est très bien que vous m'ayez posé la question, parce que je suis sûre que votre émission aura grand succès, qu'elle fera le tour, et comme ça, cette réponse pourra être apportée au plus grand nombre. Non, je ne suis pas coach, mais l'Académie du Leadership est un projet justement qui met en lumière, en amont, des coachs certifiés africains, résidant partout en Afrique ou en Europe. Et l'idée de cette académie, c'est d'apporter sur 3 jours des notions aussi bien en leadership qu'en entrepreneuriat. Et pour la 3e édition, qui fut celle de Brazzaville, j'ai été challengée par mes équipes qui m'ont demandé de monter sur le podium, sûrement parce qu'ils estimaient que j'étais arrivée à un niveau de mon parcours où j'avais également quelque chose à transmettre, où je pouvais également me prévaloir que d'évoquer ce parcours. Et je pense que l'amalgame, il est parti de là, voilà, de ce jour où je suis montée sur ce podium à Brazzaville pour partager un peu de mon leadership. Mais non, je ne suis pas coach. Je n'aurais pas cette prétention. L'entrepreneuriat aujourd'hui, l'entrepreneuriat féminin, parce que ce que vous faites, c'est tout au long de votre parcours, ça a toujours été de l'entrepreneuriat. Exactement. De 2003 à aujourd'hui, 2022-2023, comment est-ce que vous jugez cela? Alors, de mon parcours personnel, une multitude de casquettes, je crois que j'ai dû faire tous les métiers. D'accord. J'ai dû faire tous les métiers. Mais en même temps, d'aussi loin que je me souvienne, quand je me rappelle quand j'étais à la faculté de pharmacie à Ouagadougou, je vendais tout ce qui me passait par la main. Je vendais des sachets d'eau, je vendais du bissap, je faisais des croquettes. Et je peux remonter beaucoup plus loin. À l'âge de 12 ans, j'aimais bien poser des étals comme ça devant la maison de ma mère. Et je vidais son frigo et je revendais tout ce qu'il y avait, la pauvre. Donc je crois que voilà, j'aimais bien jouer à la marchande, la commerçante. Et oui, j'ai arboré une multitude de casquettes. Après, forcément, ça c'est, je veux dire, ce rendu s'est vu au travers des projets initiés au sein de la Fondation Sunga, parce que je pensais à cette époque, à tort, que l'autonomie de la femme représentait la clé de voûte de son émancipation, qu'il lui suffisait d'être indépendante financièrement pour avoir le pouvoir de décision, le pouvoir de dire oui, de dire non, le pouvoir de faire ce qu'elle voulait. Et puis je me suis rendu compte que finalement, ce n'était pas tout. Ce n'était qu'un des pans de la solution, mais que pour réussir à briser les chaînes, le plafond de verre, il en fallait un petit peu plus. Voilà. Donc l'incubateur à l'entrepreneuriat féminin, qui est une des solutions apportées au sein de la Fondation Sunga, n'est que l'un des pans de nombreux autres projets qui finalement sont des projets qui se tiennent la main pour arriver à une participation plus effective des femmes dans le développement de notre pays. Aujourd'hui, comme quelqu'un vient de dire, vouloir ou pas, votre image est sur une spirale positive au niveau africain. Ça fait plaisir. Bien sûr, je me dois de le dire devant la caméra, devant le monde. Pas seulement au Congo-Brazza, pas seulement à Kinshasa, mais à Abidjan aussi, à Bamako, bien évidemment, au Sénégal. Justement, bien sûr aussi, on ne va pas oublier le Gabon. Tous mes pays de cœur, vous avez cité. Citoyenne du monde que vous êtes. Quelle est la vision, on va dire, dans les 5 à 10 prochaines années que vous avez de votre personne? Vous savez, cette question m'a déjà été posée. Et surtout par les personnes qui travaillent avec moi, les membres de mes équipes. Ils me demandent très souvent, mais Daniel, c'est quoi la vision? On va où? et moi, je leur réponds, mais déjà, quand on a commencé, ce n'était pas écrit. Ce n'était pas écrit. Véritablement, quand j'ai initié la Fondation Sunga, je ne savais pas que la question des genres
était porté de façon prépondérante à l'agenda de toutes les ONG. D'accord. Je l'ai fait véritablement parce que j'ai laissé parler mon cœur. D'accord. Et puis du jour au lendemain, je me suis retrouvée comme ça propulsée porte-voix de la gente féminine déjà congolaise. Tout à fait. Et puis pour avoir été demandée dans d'autres pays africains, je me suis fait forte que de pouvoir aller auprès de cette gente féminine, notamment au travers d'un projet, les dîners de Daniel, qui est donc un projet itinérant, etc., etc. Donc la vision, j'irai jusqu'où cette belle aventure pourra me porter. Après, je vous assure, il n'y a pas d'agenda caché. Hein. Il n'y a pas d'agenda caché derrière. Je demeure totalement apolitique. D'accord. Mais l'histoire de la Fondation Sunga est vraiment un parcours en développement personnel. Et je continue à apprendre déjà de moi-même, à me découvrir et donc forcément à aider les autres à se découvrir eux-mêmes. Et je n'ai pas envie que ça s'arrête, tout simplement. Et nous, on ne veut surtout pas que ça s'arrête. Quel a été le plus gros challenge que Daniel Sassou ait rencontré sur son parcours? Alors, le plus grand de mes challenges, je crois, ça a été de me découvrir. De me découvrir moi-même parce que je pensais me connaître, mais j'en étais très loin. D'accord. J'étais très loin de savoir quelles étaient véritablement mes capacités et surtout réussir à les transformer, à en faire une force, à rebondir pour pouvoir avancer. Parce que comme un bon nombre de personnes, et vous y compris, j'ai dû franchir des défis émotionnels, des entraves, réussir à trouver la force au-dedans de moi pour comprendre que le véritable bonheur, finalement, c'est nous qui nous le façonnons. Et c'est à nous d'écrire notre histoire. Yes. Voilà, c'est ça. J'aime toujours sortir des exclusivités. Avons-nous déjà une prochaine date, une prochaine destination pour la prochaine conférence? Alors, généralement, ce qui est très attendu, c'est l'Académie du leadership. Exactement. J'ai l'impression que c'est un des projets qui est venu voler la vedette aux autres. Alors, on a l'incubateur à l'entrepreneuriat féminin qui démarre début février, pour lequel j'attends une vingtaine d'entrepreneuses aguerries. Une centaine peut-être? La particularité de cet incubateur, c'est qu'il est adossé à un microcrédit, un prêt d'amorçage. Et sur une vingtaine, on va dire que c'est faisable, c'est réalisable. Réussir à accompagner des projets, parce que l'idée, c'est qu'elles puissent démarrer immédiatement leur activité après la période d'incubation. Et on va déjà se contenter d'une vingtaine de PME c'est déjà un bon début. À accompagner. Mais généralement, comme on le disait tout à l'heure, ce qui est attendu, c'est l'Académie du leadership. Et la prochaine destination, c'est Libreville. On va essayer de rendre à César ce qui lui appartient. Je suis d'accord avec vous. Mais justement, Daniel, lorsque tu regardes cette jeune femme qui te suit de partout dans le monde, citoyenne du monde que tu es, justement, elles aspirent à être peut-être comme toi. Bien évidemment, tu es un modèle. C'est vrai. Si je le gardais pour moi, ce serait un péché. Donc, je ne dois que le dire. Tu es un modèle. Qu'est-ce que tu dirais à cette jeune femme qui aspire à être la Daniel Sassou de demain? C'est un parcours difficile. Jeune femme, c'est un parcours difficile. Que je ne souhaite à personne. Que je ne souhaite à personne. Un parcours difficile, mais tellement enrichissant. D'accord. Riche de découvertes, déjà de moi, mais également des autres. Comme je le disais tout à l'heure, un réseau dont je peux me targuer d'être fière, parce qu'aujourd'hui, j'arrive dans n'importe quelle ville d'Afrique et je vous mets au défi. N'importe quelle ville d'Afrique, j'ai des contacts, j'ai des connaissances, j'ai des amis. Et cette question m'a déjà été posée. Et à cela, je réponds que les rôles, des rôles modèles, est très important, notamment dans le développement de la jeune fille. Et généralement, quand on demande à une jeune africaine qui est son rôle modèle, alors une fois sur deux, elle répond que c'est sa mère. Tout à fait, tout à fait. Et la fois d'après, Michelle Obama. Et bientôt Daniel Sassou.
Ça, vous le dites. Très bientôt. Mais justement, alors nous continuons à être à la recherche de rôles modèles Exact. africaines, Exactement. tout comme toi qui es un panafricaniste. Et au sein de la Fondation Souga, on a un projet comme ça qu'on appelle les femmes de demain, où on essaye de mettre en lumière des profils de femmes qui ont réussi de façon à inspirer les autres. Alors, si du peu que j'ai pu parcourir, tu dis de moi que je suis une locomotive qui tire d'autres femmes. Ah, ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les dames, les filles qui le disent. Et si j'arrive à enclencher un cercle vertueux de motivation et pousser d'autres femmes à vouloir faire pareil, à vouloir s'engager, à vouloir entreprendre, à vouloir avancer, alors véritablement, je dirais que la mission aura été atteinte. Yes. Rendez-vous donc pour Libreville, le Gabon. Pour Libreville, au Gabon, oui. Et pour plusieurs d'autres choses aussi. Oui, plusieurs autres choses. Libreville, au Gabon. On va recommencer, alors parce qu'avec les années Covid, forcément les interactions sociales ont été restreintes. Et puis, je crois que je devais être à un parcours de mon cheminement personnel où j'étais un petit peu lasse d'être présente au sein de grands forums internationaux. J'avais réussi à faire l'ONU, la francophonie, l'Union africaine, où j'ai pu obtenir de très belles tribunes. Et maintenant, j'étais désireuse d'autre chose, notamment de lancer cette académie du leadership, parce qu'à moi, elle a beaucoup apporté et je voulais que ce soit la même chose pour les autres. Mais avec mon équipe, ils estiment qu'il est temps, voilà, de reprendre ses valises et de recommencer à participer à 2, 3, 4 grands forums pour recommencer à s'ériger, on va dire, un petit peu comme ce porte-voix des femmes africaines et à continuer à revendiquer les droits des femmes africaines et davantage de participation de celles-ci dans les sphères socio-politiques et économiques de nos pays. Daniel, j'aurais voulu que l'émission continue, que l'émission ne puisse jamais prendre fin, tellement tu as beaucoup de contenu riche à pouvoir partager. C'est vrai. Mais il faut respecter le standard. Exactement. Et déjà, je te remercie de ton invitation. Très belle rencontre, très belle découverte. Voilà, on continue à enrichir nos carnets d'adresses respectifs. Et puis, mes félicitations à l'équipe qui t'accompagne. Impatiente de voir le rendu. Bien sûr. Et voilà, de pouvoir communiquer sur ce projet, sur ce très beau projet que tu portes, tout en espérant qu'il réussira à avoir l'écho que tu souhaites au travers par la grâce de notre Afrique. Voilà, félicitations. Merci beaucoup Daniel d'avoir participé justement à ce projet. No Limit qui met en avant les personnalités d'influence africaine mais aussi mondiale qui travaillent à révolutionner leur industrie justement comme toi. Et c'est un plaisir d'être ici au Congo-Brazzaville. Voilà. L'Afrique unifiée, soudée et solide veut dire l'Afrique en avant. C'était là le numéro spécial de No Limit avec Daniel Sassou Nguesso. Et moi je conclurai en disant, mesdames et messieurs, chers invités, que lorsqu'on vous demande de faire un travail, soyez sûrs, rassurez-vous de sortir un produit extraordinaire. Ne faites pas comme les autres. Ne soyez pas ordinaire, sinon ça ne sert à rien. C'était Junior Kiakou pour ce numéro exclusif de No Limit.